La saga d'horreur 28 ans plus tard est de retour au cinéma et je crois que j'ai déjà trouvé une place très solide pour mon flop film 2026. 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, réalisé par Nia DaCosta, se déroule directement après les événements du précédent opus. Bon, déjà, j'étais pas le plus grand défenseur de ce précédent opus, qui signait par ailleurs le retour de Danny Boyle sur nos écrans. Mais on pouvait pas enlever au cinéaste britannique sa générosité indiscutable, visuellement et techniquement, et sa volonté de développer une vraie mythologie ambitieuse. Le petit trouble fait à l'époque était déjà un certain Alex Garland, scénariste du long métrage, qui embourbait la seconde moitié de l'œuvre dans un torchon narratif foutrement brouillon. Et mon désarroi devant ce nouvel opus s'est ainsi expliqué lorsque j'ai vu au générique que ce bon vieux Alex était de retour à l'écriture. En premier lieu, j'aimerais préciser que Nia DaCosta ne s'en sort étonnamment pas si mal à la réalisation. C'est peut-être le seul point à sauver, le travail de mise en scène est plutôt efficace, et on retrouve avec plaisir l'atmosphère instaurée par Boyle l'an dernier. Maintenant que les louanges sont faites, on peut passer à ce qui ne va pas, à savoir tout le reste. Pour pas trop m'étaler, je dirais simplement que le Temple des Morts n'a aucune raison d'exister. C'est un objet vain qui se complaît dans un bac à sable déjà épuisé, triturant ad nauseam les codes établis par le précédent volet. Hormis le personnage de Ralph Fiennes et d'Erin Kaliman à la limite, les protagonistes n'ont aucun développement et aucune évolution. Dans le meilleur des cas, ils se contentent de stagner et au pire, ils reviennent littéralement au point final du dernier opus. Tout cela n'est pas bien aidé par une écriture calamiteuse, avec une tentative de réappropriation du mythe du zombie sous le prisme religieux, qui aurait été intéressant si ça ne s'était pas cantonné à 5 pauvres minutes d'écran, qui plus est constamment désamorcé par un humour intempestif. Parce que oui, le film préfère s'adonner à un ton faussement subversif, qui manque toujours le coche, se déversant en permanence dans un ridicule embarrassant. La scène de danse en est l'exemple ultime à mes yeux, persuadé d'être radical et punk, mais baignant pourtant dans une banalité navrante. Alors certes, on pourrait se réjouir de voir un long métrage américain d'une telle ampleur se permettre une violence et une nudité aussi crues et assumées à l'écran. Mais encore faut-il que cette liberté artistique raconte quelque chose. Alors que l'on aurait pu traiter de l'impact mental d'une telle apocalypse sur l'humanité, le film lorgne bien plus du côté du torture porn, ponctuant son récit de petits jeux de massacre sacrément gratos. Ajoutez à cela un mixage son aux fraises, quelques jumpscares du pauvre, et vous obtiendrez un objet qui fait beaucoup de bruit pour pas grand chose. Mais le pire, c'est que l'œuvre se paye le luxe d'être incroyablement bavarde, certainement convaincu que sa mythologie est absolument passionnante et brillante. Boyle avait au moins le mérite d'offrir quelques plans qui marquaient la rétine et de sincèrement s'amuser avec sa caméra. Ici, on brasse du vent pendant près de 2 heures et on finit par bien se demander quand l'ensemble va enfin décoller. Et la cerise sur le gâteau de merde, c'est que le récit décide de décoller dans ses 5 dernières minutes, avec un rebouclage de fanservice complètement sorti du chapeau, supplément thème musical d'une putasserie légendaire. Désolé mais dans mon jargon, 1h45 de surplace et 5 minutes de teasing pour offrir un cliffhanger alléchant, c'est ce que j'appelle du foutage de gueule. Bref, à voir si le troisième volet reprendra du poil de la bête, avec Boyle qui sera de nouveau aux commandes. Ah, attendez quoi? On me dit que ce sera toujours écrit par Garland? Eh ben top! Abonne-toi.